Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du château de Vaux à Fouchères dans l'Aube. Il se trouve derrière moi et aujourd'hui, c'est lui le héros de l'histoire. Le héros de Vaux. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Nous ne sommes plus en 2026. Le monde moderne s'efface tout doucement. Il ne reste que le vent sur les plaines de Champagne. Nous sommes au XIIe siècle, à Fouchères, dans l'Aube. La terre de Champagne a cette façon particulière d'accueillir le matin, lentement, sans hâte, comme une personne qui s'éveille sans bruit. Je suis là, debout, au cœur de ce pays, plat et vaste, là où le ciel prend toute la place et où les hommes semblent plus petits qu'ailleurs. Devant moi se dresse un castel féodal, massif, austère, planté dans la terre comme une certitude. Ses murailles de pierre grise montent vers le ciel avec cette arrogance tranquille des choses bâties pour durer. Les douves l'encerclent, sombres et silencieuses, reflet d'un ciel lourd de novembre. J'entends la vie avant de la voir. Les sabots d'un destrier qui résonnent sur les pavés de la cour intérieure. Le cri bref d'un palefrenier. Des enfants qui courent entre les charrettes, chargées de foin. Leur rire aigu qui perce le froid du matin. Des femmes qui bavardent en portant leurs cruches depuis le puits. Leur voix basse et rythmée, indifférente aux seigneurs qui passent sur sa monture sans les regarder. Ici, on ne plaisante pas avec l'ordre féodal. Chacun connaît sa place. Chacun la tient. Je pose ma main sur les murailles. Elles sont froides, rugueuses, taillées pour l'éternité. Mais à la fin du XVIIe siècle, quelque chose se brise. Le vieux castel est dans un triste état. Ses murailles s'effritent. La maison seigneurale est rasée. Elle laissera place quelques années plus tard à quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Il y a des hommes que l'ambition consume comme un feu doux, lentement, de l'intérieur, sans qu'ils s'en aperçoivent. Jacques d'Aubeterre, comte de Juilly, était de cela. Nous sommes à la fin de l'année 1720. Je le vois ce matin-là debout au milieu de ces terres, dépouillé par l'automne, les bras croisés sur sa redingote, sombre, le regard fixé sur l'horizon comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il a tout, un titre, une épouse issue d'une famille puissante, des terres en Champagne qui s'étendent à perte de vue, et pourtant il veut un château, un vrai, un qui parle de lui après sa mort. Il fait venir Germain Beaufranc, l'architecte du roi, élève du grand Jules Hardouin-Mansart, l'homme dont les mains ont donné naissance au château de Lunéville pour le duc de Lorraine et à l'hôtel de Soubise à Paris. Beaufranc dessine une perspective longue de plus de 2 kilomètres, un chef-d'œuvre classique aux références mythologiques. C'est le jeune architecte Philippe de la Force qui assure le suivi du chantier. Il fait venir les pierres à dos de mulet depuis Tonnerre, 45 km, et les ardoises par bateau depuis Paris. Je me tiens au milieu du chantier et je n'en reviens pas. Les forgerons martèlent le fer dans un fracas d'étincelles. Les maçons taillent les pierres blanches une à une. Les murets arrivent en file. Chargés, leurs sabots qui battent la terre dans un rythme sourd et régulier. Mais ce chantier titanesque ruine son propriétaire. Le 9 octobre 1726, la mort de Jacques. Je suis là, et ce matin tout s'arrête.
Jacques d'Aubeterre, comte de Juilly, meurt le 9 octobre 1726, dans sa demeure inachevée, déserté quelques mois plus tôt par les compagnons couvreurs. Ruiné, le héros inachevé. Je regarde les ouvriers partir un à un, leur outil sur les épaules, sans se retourner. Le chantier se vide. En quelques heures, comme une vie qui s'écoule. Combien d'hommes et de femmes partent ainsi le cœur plein de ce qui n'est pas encore terminé. Homme aux 1000 secrets. Il y a des hommes dont la présence change la température d'une pièce. Charles-Émile de Maupas était de ceux-là. Nous sommes sous le Second Empire. Je le vois arriver à Vaux, dans une calèche noire, sans armoirie, sans fanfare. Ministre de la police de Napoléon III, préfet de police de Paris, l'un des 3 artisans du coup d'État du 2 décembre 1851, qui mit sur le trône impérial Napoléon Bonaparte. Un homme de l'ombre dans une demeure de lumière. Il s'installe à Vaux avec cette discrétion méthodique qui lui est propre. Il fait aménager son bureau, celui qui porte encore son nom aujourd'hui. Il fait tendre une chambre de soie. Il fait poser 17 mètres de boiserie de Mélèze, Othon, Trianon, dans le grand salon. Il mène de multiples enquêtes. Depuis ces murs, des espions vont et viennent. Parmi eux, le plus célèbre, Vidocq, l'agent 31, ancien bagnard, devenu le tout premier détective de l'histoire de France. 2 hommes de l'ombre sous un même toit de pierre blanche, chacun portant ses vérités tues, ses parts cachées. L'agonie d'un héros. Nous sommes en 1888. Maupas meurt. Le château passe à sa fille Marguerite, héritière d'une histoire si lourde, de ces murs chargés de secrets, de cette beauté silencieuse qui demande tant à ceux qui la gardent. Marguerite décède en 1936. Les familles Baudreuil de Fontenay et Ponton d'Amécourt héritent alors du domaine. Mais les héritiers sont nombreux, dispersés, sans l'amour du lieu qui seul aurait pu le sauver. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments commencent à mourir. Les parquets Versailles, le cire, les boiseries qui s'assombrissent, la chambre de soie qui prend la poussière, les décors intérieurs vendus un à un, arrachés au mur, comme on arrache les pages d'un livre. Les toitures cèdent, la pluie entre, le grand cèdre du Liban, lui, continue de veiller impassible, centenaire, indifférent au drame des hommes. L'homme bon. En 1970, une porte s'ouvre à nouveau. Un mentor, Philippe Valéry Radeau, arrive à Fouchères par un matin d'automne. Je le vois, il garde sa voiture. Au bout de l'allée, il marche avant de s'arrêter devant les grilles rouillées du château. Il regarde longtemps, les façades abîmées,
les fenêtres aux carreaux brisés, les traces partout de l'abandon. Il pourrait repartir, il reste. Passionné du patrimoine, il installe dans les communs un centre pour jeunes filles handicapées. Il restaure la ferme en totalité et met hors d'eau l'édifice avec l'aide du ministère de la Culture. En 1980, le château est classé monument historique. En 1995, des centaines de tôles sont posées à titre provisoire sur le toit. Cet homme n'a pas sauvé le château, il a sauvé ce qu'il pouvait, avec ce qu'il avait. Un mentor arrive, le jeune homme et les grilles rouillées. Nous sommes en 2015, nous sommes à Fouchères dans l'Aube, au bout de la perspective de plus de 2 km bordée de ces 300 érables. Et je retiens mon souffle. Un jeune homme de 22 ans s'arrête devant les grilles. Il s'appelle Édouard Guyot. Il lève les yeux vers cette demeure et Gence, à la façade blanche immaculée, plantée là comme un mirage de pierre au cœur de l'immense massif forestier de Rumilly-Chaours. Il n'a presque pas d'argent, il a 22 ans, tout le monde lui dirait peut-être que c'est une folie. Il écoute son intuition. Édouard Guyot entend quelque chose que personne d'autre n'entend encore. Une certitude intérieure, tranquille et solide, qui lui dit que ce château peut revivre. Pour la première fois, le château est ouvert au public et un lourd programme de travaux est enclenché. Dès 2016, avec l'aide de 20 bénévoles, les charpentes et couvertures de la grange sont restaurées pour accueillir les premiers mariages. Les caves sont remises en état, les 15 pièces des communs et sous-sols sont meublés. Et le premier cluedo géant autour du personnage de Vidocq est lancé dans les salles du château. Je me promène dans ces salles qui renaissent. Le vestibule, le grand salon aux boiseries de Mélèze, le salon de musique habillé de son papier peint Napoléon III, la chambre tendue de soie, le bureau de Maupas, le cabinet de curiosités, les caves voûtées de 600 mètres carrés. Je me promène, je suis toujours là. Le grand cèdre du Liban s'étend dans le parc de 60 hectares. Les écuries, le pigeonnier, la laiterie, la boulangerie, la forge, tout respire à nouveau. Plus de 200 visiteurs viennent chaque année dans ce château, classé monument historique. Ils le méritent. Leurs pas, leurs voix, leurs rires résonnent dans les 25 salles restaurées. Chaque visiteur pose une ardoise sur le toit, son nom gravé dans la pierre pour toujours. Du XIIe siècle à aujourd'hui, des naissances, des mariages, des deuils, des rêves, des silences et des renaissances. Des hommes et des femmes. Jacques, comte de Juilly. François, marquis de Montmort. Charles-Émile de Maupas, Marguerite, Philippe Valéry Radeau, Édouard Guyot, qui ont traversé ces pierres blanches en emportant leur vie avec eux. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un autre château ou un autre monument de l'Aube. Je vous invite à regarder et à écouter une autre vidéo qui parle de ma passion du tarot et de l'histoire de France. Je vous souhaite une très bonne visite et à bientôt, peut-être. Au revoir.